Bonjour et merci infiniment de nous recevoir chez vous. Rencontre sur un nouveau numéro, l'émission Entretien qui fait le décryptage de l'actualité en fin de semaine sur la santé. Merci à vous de nous choisir encore en ce jour pour réfléchir et partager avec nous les dernières informations, les pistes de réflexion de sortie de crise. Cette crise qui perdure toujours avec tous les soubresauts que nous connaissons. Voilà, vivement que ça débouche sur quelque chose de bon et c'est pour ça que chaque semaine nous recevons ici un politique, un religieux, un citoyen, tout court simplement pour réfléchir sur le sujet. Le Père Afognon est mon invité encore en ce jour, lui qui est de l'association Espérance pour le Togo. Merci mon Père d'accepter notre invitation. Merci à vous. Et salutations à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de votre chaîne. C'est ça. Merci. Il y a de cela, deux mois, presque, vous étiez sur mon plateau ici pour analyser la situation qui prévaut au regard, n'est-ce pas, de votre association qui fait part de la société civile. Alors, 2 mois après, comment peut-on qualifier la situation qui prévaut actuellement? Je dois dire avec regret, mais aussi avec espérance, parce que nous n'avons pas à sombrer dans le désespoir, que après 2 mois, la situation n'a pas évolué positivement. Nous avons plutôt l'impression que la situation sociopolitique du pays est en train de s'aggraver et que les signaux sont vraiment au rouge et nous pensons avec d'autres acteurs de la vie de notre nation que nous sommes en train d'aller tout droit dans le mur. Et je crois que la conférence des évêques du Togo a signalé cela de façon claire en disant que l'horizon n'est pas serein. Quand on voit aussi le retour des différentes forces de la nation engagée pour un Togo nouveau et surtout avec la C14 qui est à nouveau dans les rues. Quand on considère que déjà hier, il y a eu de la part de ceux qui ont en charge la sécurité dans le pays, l'utilisation de gaz lacrymogène avec des élèves qui ont fait les frais, et que certains même ont été hospitalisés d'après les médias, nous disons que nous n'avons pas vraiment avancé. Nous avons fait du surplace et tout apparaît comme si les acteurs politiques de notre pays préfèrent un jeu politicien au sursaut patriotique pour le salut du peuple, pour vraiment permettre au Togo de se relever, d'être à nouveau sur les rails, pour prendre vraiment la direction d'un développement durable. Personnellement, je suis plein d'espérance pour mon peuple, parce que non seulement nous sommes un peuple courageux, travailleur, habité d'un idéal très grand, de faire de notre pays l'or de l'humanité, mais aussi parce que Dieu est avec nous. Notre hymne national dit qu'il est le grand Dieu qui nous a exaltés. Et avec tout ça et en comptant sur la capacité de chaque citoyen et citoyenne de se dire qu'en réalité, la souveraineté est entre nos mains et que nous ne pouvons pas laisser le pays entre les mains de façon exclusive des politiques comme si c'était leur jouet. J'espère qu'il y aura un engagement plus fort de la part des jeunes, des femmes, des adultes, des hommes et des femmes de bonne volonté au niveau national et au niveau international pour
que chacun puisse faire sa part afin que nous n'allions pas vers des violences qui n'arrangent personne. C'est cela. Merci, ça c'est les idéaux. Oui, tout à fait. Les grands idéaux que vous développez, mais la réalité est tout autre depuis ce 31 juillet que cette feuille de route est sortie. Alors mon père, à l'analyse, qu'est-ce qui est appliqué, qu'est-ce qui n'est pas? Parce qu'on entend souvent dire que la feuille de route n'est pas respectée, n'est pas appliquée. En fait, chez vous, à travers votre analyse, qu'est-ce qui n'est pas effectif dans cette feuille de route? C'est ça. Nous avons eu le temps, même déjà avant que je n'arrive à l'antenne, de reprendre, disons, les recommandations qui sont dans la feuille de route. Et si je prends simplement la recommandation 37 qui invite le gouvernement à procéder à des mesures d'apaisement en accélérant les procédures judiciaires à l'endroit des personnes arrêtées, je dois dire avec regret que cette recommandation, jusqu'à l'heure où je venais à l'antenne, parce que peut-être entre-temps quelque chose a changé, a été réalisée de façon partielle. C'est ça. Donc il y a encore de ces hommes et femmes toujours retenus dans nos prisons dans le cadre de ces manifestations de... Bien sûr, les organisations des droits de l'homme parlent même d'une quarantaine de détenus dans les prisons sur l'ensemble du territoire. On parle de la prison civile de Sokodé, de Lomé et d'autres localités. Alors, quand nous avons eu notre forum citoyen national à l'Agora Senghor, nous avons eu à donner la liste de ces frères et sœurs. Je dis frères et sœurs parce que nous sommes constitués frères et sœurs en humanité, mais aussi en nationalité, parce que nous sommes des Togolais. Bien sûr. Et donc, à ce titre, ces frères et sœurs, nous avons eu à donner leur nom et prénom. Et nous avons même souhaité, étant donné que nous ne prétendons pas détenir la vérité sur ce sujet, nous avons interpellé qui de droit pour qu'on puisse nous dire non, la liste que vous venez de donner, il y a des gens qui n'y sont plus ou bien qui sont encore là, mais en réalité, c'est autre délit. C'est ça. Ce qui est étonnant aussi et qui fait mal surtout aux familles, mais aussi à nous, parce que ce n'est pas un objet de joie d'être en prison pour avoir osé manifester et demander une façon de gouverner le pays qui soit meilleure que ce qui se fait. C'est un droit constitutionnel. Donc pour ça, quand on se retrouve en prison, ça ne peut jamais donner la joie à qui que ce soit comme citoyen ou citoyenne. Donc, les organisations de défense des droits humains disent qu'il y a encore une quarantaine de personnes en prison. Il revient à l'autorité compétente, à savoir le gouvernement, de pouvoir illustrer, mais il y a des avocats qui sont en charge de ces dossiers. Je ne sais pas jusqu'à quel point nous devons les croire, mais ce sont des hommes de loi que moi, j'ose croire jusqu'à un niveau. Ils disent qu'il y a des dossiers qui sont vides. Et donc, les accusations portées contre X ou Y, le dossier ne comporte pas les éléments pour pouvoir apprécier. Et du coup, cette première recommandation n'est pas respectée, disons, totalement, puisqu'il y a eu quand même des détenus qui ont été libérés. Alors, c'est l'occasion pour moi de supplier encore et de demander au gouvernement, puisque la feuille de route dit que la conférence des chefs d'État et de gouvernement encourage le gouvernement togolais à poursuivre des mesures de confiance et d'apaisement. Donc, cette action, ce n'est ni vous, ni moi, ni d'autres citoyens qui ont le pouvoir de faire cela. C'est plutôt le gouvernement. Et donc, nous leur demandons humblement, mais
sincèrement de se pencher sur cette situation pour réduire cette tension qui finalement va perturber notre vivre ensemble, notre cohésion. Il y a d'autres points quand on demande à la société civile de renoncer à la violence. Nous relevons du mouvement des Forces Vive Espérance pour le Togo. Nous ne pouvons jamais user de violence. Nous sommes contre la violence et nous sommes engagés pour une sortie pacifique de la crise. Mais il est demandé aussi aux forces qui ont en charge la sécurité dans le pays d'exercer avec professionnalisme. C'est écrit aussi noir sur blanc en s'adressant à ceux qui ont en charge la sécurité de notre population. La conférence des chefs d'État condamne tout recours à la violence, ainsi de suite, et demande à l'armée d'exercer avec professionnalisme. Elle exhorte les forces de sécurité à faire preuve de professionnalisme dans leur mission de maintien d'ordre, de préservation de la sécurité des biens et des personnes. Donc, c'est là aussi où nous, aux Forces Vive Espérance pour le Togo, nous disons que, connaissant l'histoire de notre pays et sachant comment l'armée réagit souvent vis-à-vis de la population quand il s'agit de maintien d'ordre, est-ce que ce n'était pas souhaitable qu'un cadre soit créé pour arriver vraiment à donner à ceux qui ont en charge la sécurité des citoyens que nous sommes plus de possibilités d'exercer avec professionnalisme? Parce que la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que quand un supérieur hiérarchique demande à un militaire ou à un gendarme, disons même à un policier, de tirer, est-ce qu'il est obligé de le faire ou non? Dans ce qu'on a observé jusqu'ici, on a l'impression qu'il est obligé. Mais en prévoyant plus de professionnalisme, qu'est-ce qui est mis en place pour que, quand effectivement les forces de l'ordre vont assurer la sécurité, que ce soit des manifestants ou des autres citoyens, il n'y ait pas d'abus? On dit que régulièrement, il y a des rafles et que dans certains quartiers de Lomé, pour un oui ou un non, tu peux te retrouver au poste et passer la nuit là jusqu'au lendemain. Les gens vont jusqu'à dire, et c'est surtout les médias, qu'il y a certaines villes, dans certaines localités de notre pays. Voilà, on parle de villes assiégées, on parle de localités où vraiment la population est harcelée, menacée par les forces de l'ordre. Nous pensons que dans l'esprit de la feuille de route, ces choses ne doivent pas exister à l'heure actuelle parce que ça révolte les populations et ça peut amener facilement à des affrontements alors que nous cherchons justement une sortie pacifique de la crise. Il est vrai que la feuille de route a prévu aussi les élections législatives pour le 20 décembre, mais il est bien dit de procéder à la révision intégrale du fichier électoral. Bon, cette révision intégrale qui devait se faire de façon inclusive parce que le numéro 38D des recommandations de la feuille de route recommande une participation inclusive de l'ensemble des acteurs à la CENI. On a vu ce qui s'est passé. On a perdu un temps fou. Les acteurs politiques, c'est eux seuls qui savent le vrai jeu qu'ils sont en train de jouer. Mais nous, comme société civile, on a constaté qu'il y a eu un temps fou où on a d'abord dit la CENI peut travailler tout seul. Ensuite, ça a été CENI paritaire. Il fallait attendre le retrait de l'UFC. Et après, jusqu'à ce jour, on n'a pas vu la CENI inclusive vraiment prendre à bras le corps le processus électoral qui doit partir de cette révision des listes jusqu'à la fin qui sera les résultats. Du coup, là aussi, c'est le statu quo. Et finalement, quand on regarde,
on peut prendre aussi ce qui est dit au sujet de la Cour constitutionnelle. Oui. C'est le numéro 38C, la recomposition de la Cour constitutionnelle, pour notamment avoir sa composition et limiter le nombre de mandats de ses membres. Ce n'est pas fait à ce jour. Je ne sais pas si le temps de quitter la maison pour ici, ça a été fait, mais jusqu'à ce que j'arrive à l'antenne, ce n'est pas fait. On se demande, mais qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi on ne prend pas au sérieux tout ça? Il est question de révision aussi de la Constitution, où le mode de scrutin à 2 tours sera pris en considération, la limitation des mandats à 2, le mandat présidentiel, la possibilité pour les Togolais de la diaspora de voter. Alors, ce que nous avons vécu ce dernier temps, c'est que un test était en circulation, style fake news. On a commencé à réfléchir autour de ça. Après, il y a eu un autre test. Après, nous avons appris que le gouvernement a eu introduit un test au Parlement. Et c'est après tout ça que la CEDEAO sort un communiqué et indique le vrai test signé par l'expert constitutionnaliste. Bon, nous avons appris toujours de la part des parlementaires que malgré ça, le test qu'on amène à l'hémicycle, c'est à nouveau un test qui ne correspond pas à ce que l'expert a eu à proposer. Et du coup, il devait y avoir encore des travaux aujourd'hui d'après les médias. Bon, je n'ai pas suivi l'actualité pour savoir si finalement au Parlement ils se sont entendus. Mais finalement, on a l'impression que chez nos hommes politiques, il y a aucune volonté de pouvoir venir au secours de notre pays, de notre patrie qui est en agonie. On a l'impression que tout se dessine en termes de conquête et d'exercice du pouvoir ou de pouvoir déjà reçu comme un acquis dont il faut s'accaparer au maximum en essayant de créer des situations qui éloignent les autres. Du coup, comme le disent aussi les évêques, et nous sommes entièrement d'accord avec ça, au mouvement des forces vives espérantes pour le Togo, c'est que le pays est pris en otage, entre deux forces, et oui, deux forces qui se livrent un bras de fer, et ce sont les citoyens qui doivent payer ça. Et la souffrance est partout, la misère. Mais j'étais allé il y a 2 jours dans le Yoto. Monsieur le journaliste, Kouvé, par exemple, c'est un canton d'environ 35 000 habitants. Alors, à Kouvé, à Répé, à Zafi, qui sont de grands cantons, il y avait coupure d'eau depuis 5 jours. Or, on sait que ce sont des milieux où il n'y a pas vraiment de puits. Ce n'est pas facile de creuser, de trouver de l'eau. Et j'allais au-delà de Zafi, à 20 km. Vers des villages où je ne sais même pas si l'administration territoriale sait si ces hameaux existent, qui s'appellent Zanguera, la Lippe et tout ça. Je voyais les femmes prendre leur récipient et avec un bol, prenaient l'eau de pluie qui était sur la voie, sur la piste. Et c'est ça qu'ils vont boire, c'est avec ça qu'ils vont faire la cuisine, c'est avec ça qu'ils vont se doucher. Mais c'est pas possible que nos politiques, les hommes et les femmes politiques de notre pays, soient en train de lutter simplement pour le pouvoir en oubliant qu'en réalité, le pouvoir ne leur appartient pas. Ça, c'est clair. Les constitutions sont claires là-dessus. Le pouvoir, c'est au peuple, c'est à nous. Et c'est le peuple qui leur donne mandat de l'exercer. C'est le peuple qui leur donnera encore mandat de l'exercer. Mais on a l'impression qu'ils n'ont aucun respect pour la population et que nos populations, leur misère ne leur disent rien. Il faut aller voir où est-ce que les élèves restent pour travailler. Et il faut voir combien de jeunes aujourd'hui ne peuvent même plus mener des activités dans le pays parce que justement, pour que tu puisses prospérer dans les affaires, il faut nécessairement réaliser une forme de pacte avec des gens qui tiennent en main l'économie du pays. Et on ne se soucie pas que beaucoup de jeunes partent en exil. Et d'abord dans la sous-région, au Nigeria, au Mali,
Et Dieu seul sait ce qu'ils vont faire là-bas. Et ne comptons pas ceux qui vont à l'aventure et qui vont finir dans l'océan. Mais quand on a affaire à un peuple qui est écrasé par la misère et qui vit la paupérisation galopante, et on passe le temps à élaborer des stratégies de conquête ou de conservation du pouvoir, ça voudrait dire qu'on n'aime pas son peuple. Ça voudrait dire que son peuple est simplement une forme d'alibi pour exister pour d'autres raisons. Un homme politique a d'abord le souci de son peuple. C'est ça. Et c'est ça qui justifie votre engagement ou votre lutte. Qu'est-ce que je prends, engagement ou lutte? Ben, nous sommes plutôt engagés. Parce que l'engagement peut devenir une lutte. Parce que qui dit lutte dit une capacité de tenir ferme par rapport à des convictions afin d'atteindre des buts. Mais nous sommes plutôt engagés parce que pour nous, l'engagement a une certaine permanence. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que aujourd'hui, demain, et même après-demain, tant que cette nation va exister, comme des citoyens, nous sommes engagés pour son bien. Et c'est notre hymne qui le dit. Togolais, viens, bâtissons la cité. Donc, la lutte peut être un objectif, disons, lié à des circonstances données. Alors que l'engagement, c'est permanent. Parce que le bien-être, c'est une conquête qui se fait au jour le jour. Et chaque génération doit être une génération d'engagés pour le développement de la nation, pour le développement du peuple. Alors que la lutte, ça peut être pour un temps, même s'il est vrai que certains auteurs vont dire que la vie elle-même est une lutte. Mais moi, je préfère l'expression d'engagement parce que ça me sied bien comme homme religieux, je suis engagé. Voilà, l'engagement de l'homme religieux maintenant, qui descend dans la réelle politique, c'est la même chose ou bien il y a une nuance? En fait, personnellement, et aussi je crois pour les autres hommes politiques, nous ne sommes pas dans la politique politicienne. J'ai eu l'occasion d'expliquer ça sur d'autres antennes ou médias. En fait, le religieux fait partie d'un peuple. Le religieux n'est pas tombé du ciel. Bien sûr. Le religieux n'est pas une entité ex nihilo. C'est un être historique. Oui, mais sauf qu'il a une autre vocation, n'est-ce pas? Oui, sa vocation, justement, c'est la gloire de Dieu, le salut des hommes. Et j'aime bien un saint du IIe siècle, il est de Lyon, Saint Irénée de Lyon, qui dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, c'est l'homme debout. Et il n'y a pas de gloire de Dieu qui puisse être pour l'anéantissement de l'homme. Parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et s'il y a un moment où l'homme est avili, l'homme est réduit à rien, sa dignité n'est pas prise en compte, ses droits fondamentaux sont foulés aux pieds, c'est un devoir pour l'homme religieux en tant qu'autorité morale de rappeler. Et l'autorité morale incarnés par des personnes concrètes, sont des citoyens. Et l'engagement citoyen, on ne peut pas se dérober de cela. Parce que si le Togo va bien, mais moi, comme homme religieux, j'irai bien. Mais si le Togo va très mal, mais j'irai aussi très mal. Et quand je vais tomber malade, il n'y a pas un hôpital spécialisé pour les religieux. J'irai aussi au CHU Togoin. Et s'il y a déjà, si les 10 lits sont déjà occupés, je mettrai aussi le pagne par terre pour qu'on me soigne. Si quelqu'un vient me soigner à temps. Si je dois aller faire une opération dans une banque et toute la journée on dit qu'il n'y a pas de connexion, alors qu'on sait que pour qu'un pays fonctionne, il faut assurer une bonne connexion Internet. Mais je suis aussi, c'est pas simplement l'homme d'affaires qui est touché. Je suis religieux, mais le jour-là, si j'ai quelque chose à faire, je ne le fais pas. Si je prends les routes, mais si il y a un pont qui n'est plus praticable, quand j'arrive là, je ne vais pas dire « Bon Dieu, tu sais, moi, je suis religieux, j'incarne ton pouvoir et donc fais en sorte que le pont se mette en place. » Non. Ainsi de suite. On peut prendre tous les secteurs de la vie.
l'homme religieux est engagé là-dedans. Et donc, il faut démentir Karl Marx qui dit que la religion c'est l'opium du peuple. Ça voudrait dire que si vous voulez endormir un peuple, si vous voulez dominer un peuple, si vous voulez asservir un peuple, le réduire plus ou moins à ce que vous voudriez, mais pas en tant qu'être de dignité, il faut lui servir la religion. Comme ça, il se détourne de ce monde et cherche simplement le ciel. Mais non, nous croyons que le ciel, c'est maintenant. Et c'est le futur. C'est ce que les théologiens appellent le déjà et le pas encore. Le déjà, c'est que Dieu est venu prendre notre chair en son Fils Jésus-Christ. Il a souffert, il est mort, il est ressuscité. Et alors, il donne toute la valeur à la réalité humaine temporelle. Mais il nous demande d'assumer pleinement cette réalité en vue de notre fin dernière qui est le ciel. Et donc, notre engagement est légitime parce que quand Jésus était venu au milieu du peuple juif, il n'est pas resté à l'écart, il n'est pas resté au temple, et il n'était même pas lévite. Au contraire, il passait, il marchait partout, il guérissait les malades, il donnait à manger aux gens, il traitait les pharisiens d'hypocrites, de tombeaux blanchis. Il s'opposait à tout ce qui réduit l'homme dans sa dignité. Et donc, s'il y a un pasteur encore aujourd'hui dans notre pays, s'il y a un prêtre dans notre pays, s'il y a un imam dans notre pays qui n'a pas compris que la paix est le fruit de la justice sociale, mais il est complice de la souffrance de ce peuple et il en répondra devant Dieu. Et vous payez personnellement, mon père, le prix de cet engagement, sous diverses formes, parce qu'il y a quelques semaines, il y a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux. Comment vous réagissez à ça? Non, bon, je crois que d'abord, il faut situer ces écrits, publications, fake news dans ce que j'appelle la misère anthropologique. C'est-à-dire vous savez, l'expression est de Angébem Veng, qui est un théologien, historien et philosophe camerounais, d'ailleurs, qui a été assassiné, on n'a jamais su par qui et pourquoi. Oui. Mais il dit qu'il y a une façon d'appauvrir l'homme matériellement. Mais on peut aussi appauvrir l'homme dans sa densité en tant qu'être humain qui est au-dessus de ce qui est créé. Et quand on arrive à asseoir une misère anthropologique, vous ne connaissez plus votre vraie valeur. C'est ça. Et quand c'est comme ça, tout ce qu'on vous demande, vous pouvez le faire. Et donc, moi, je dis, je ne suis pas un ange. Je suis en route vers la sainteté. C'est à ça que Dieu nous appelle tous. Mais je ne suis pas non plus un délinquant. Et donc, ce qui est écrit, j'accueille ça avec un cœur de pasteur. J'ai pitié de ceux qui ont écrit. Peut-être que c'est des gens qui sont en difficulté, à qui on a proposé quelque chose. Si c'est le cas, je demande à Dieu de les bénir. S'ils ont pris de l'argent, que cet argent puisse servir, par exemple, pour soigner un membre de la famille malade, pour envoyer un enfant à l'école, pour peut-être offrir un bon repas en famille. Et ça ne me dérange pas. Ah bon. Ça ne me dérange pas. Et je dis, je prie pour eux. Je prie pour eux parce que quand les conditions vont changer, et que chaque journaliste va connaître la valeur de sa profession et sa dignité intrinsèque, il y a des choses, il ne va pas l'écrire parce que, à mon humble avis, être journaliste, c'est aller aux nouvelles, mais passer ces nouvelles-là au crible de l'analyse critique et retenir ce qui est vrai pour donner une information qui puisse édifier, qui soit vraie, ainsi de suite. Donc, je demande au Seigneur de les bénir, de ne pas leur en tenir rigueur. Donc ça ne vous atteint pas dans votre engagement, dans votre volonté, n'est-ce pas, de se mettre au service des opprimés? Non, pas du tout, parce que moi je ne suis pas seul d'abord, parce que nous sommes un mouvement. Bien sûr. Et nous avons un idéal clair qui se trouve dans notre manifeste. Et je l'ai dit, nous n'avons pas d'ambition politique. Et du coup, nous continuons notre route. Et Saint Paul dit dans Romains chapitre 12, et il faut être vainqueur du mal par le bien. Et nous voulons vaincre le mal par le bien, et non le contraire. Donc nous continuons maintenant. Si ce que nous faisons a quelque chose de mal, il revient aux uns aux autres de nous dire, Père Affognon, vraiment ça ne va pas, nous allons nous corriger. Mais sinon, les diffamations, si c'est le prix à payer pour un Togo nouveau, si c'est le prix à payer pour que
notre peuple ne soit plus dans la misère, que tous ces enfants n'aient plus à boire l'eau de pluie, l'eau de ruissellement. Et je dis l'eau, je ne dis pas encore la nourriture. Si c'est le prix à payer, moi je suis heureux de pouvoir payer ça. Regardez des gens qui sont en prison, ils ont fait quoi? Il y a un certain nombre qui sont en prison. On ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Et regardez le petit Jojo qui est mort très jeune. À quel âge? 12-13 ans. Regardez Anselme à Dapaon. Et tous ces morts qui ont payé de leur vie pour que notre pays soit debout. Mais quand je pense à eux, et que moi, on a dit quelques faussetés sur moi, c'est un non-lieu. Mais il faudrait que nous soyons vigilants. Parce que c'est une façon pour je ne sais qui de distraire le peuple. C'est-à-dire qu'on met un prêtre au centre, on l'accable de tout comme un bouc émissaire, et puis tout le monde a le regard fixé sur lui, et entre-temps les vrais problèmes de la nation ne passent pas au crible de l'attention des citoyens. Le vrai besoin des Togolais, c'est que les réformes constitutionnelle, institutionnelle et électorale puisse se faire, et qu'ensuite nous puissions aller aux élections, et que de ces élections puisse sortir la vérité des urnes qui va départager les uns et les autres de façon à ce que notre pays n'entre plus dans d'autres cycles de violence, de façon à ce qu'on ne puisse plus verser du sang sur la terre de nos aïeux. Et ça, c'est fondamental. La vie de l'homme est sacrée. Notre constitution le dit, sacrée et inviolable. Mais pourquoi chaque fois et régulièrement dans notre pays, pour un oui ou un non, pour des questions de pouvoir, des gens doivent mourir, des gens doivent être gravement blessés avec des séquelles à vie, des gens doivent vraiment perdre leur dignité? Pourquoi on doit bloquer l'économie d'un pays déjà endetté à plus de 80% de son PIB, alors que dans la zone UMOA, c'est fixé au maximum à 70%. Comment un pays comme ça, les acteurs politiques ne peuvent pas faire un sursaut pour remettre le bien commun au centre et remettre l'intérêt supérieur de tous les citoyens et citoyennes au centre et accepter d'avoir une forme de lâcher-prise pour que ce peuple se relève. C'est ça qui est important. Très bien. Rencontre sur nos numéros, Père Afronier, mon invité. Nous décryptons l'actualité de cette semaine avec aussi cette lettre des évêques du Togo, de la conférence des évêques du Togo, qui est un appel. Ce n'est pas la première fois que la conférence des évêques du Togo fait de ces adresses aux autorités politiques. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette dernière sortie médiatique des évêques? Et très rapidement, de façon ramassée. Oui, bon, les évêques d'abord veulent attirer l'attention de chacun d'entre nous, mais surtout des acteurs politiques, sur le fait que, comme ils l'écrivent, l'horizon est sombre. C'est ça. Et l'horizon n'est pas serein. Et il lance un appel, l'appel qui consiste justement à mettre en œuvre les réformes. Et je permettais que je puisse les citer rapidement. Oui. Et vos évêques prennent donc encore la parole pour en appeler à la conscience et à la raison des uns et des autres. Les évêques les appellent à aller au niveau de la conscience, de la rationalité, à ne pas rester au niveau passionnel dans le débat politique, à l'arrêt de tout calcul politicien. Il y a trop de calculs chez nous et le peuple doit payer ça. Et de toute violence, d'où qu'il vienne. Donc la violence est condamnée et c'est la même chose pour nous à Espérance, pour le Togo. Au respect des engagements et de la parole donnée. Le gouvernement a donné sa parole. Il fait des promesses. A fait des promesses. Il faut que l'autorité qui parle, qui dit, puisse vraiment exécuter des libertés, des règles démocratiques, à la mise en œuvre des réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales, seules susceptibles de garantir des élections libres, transparentes et crédibles, gage d'une paix durable. Nous invitons également à la mise en œuvre des mesures d'apaisement annoncées qui contribueraient énormément à la décrispation de la situation sociopolitique que nous appelons de tous nos voeux. Il est encore temps de nous ressaisir pour éviter le désastre. Donc voilà l'appel de ce message. C'est un message pour aujourd'hui. Et nous disons ensemble avec les évêques que si les acteurs politiques s'entêtent et n'écoutent pas la voix de Dieu qui passe aussi
pas les autorités religieuses. Ils sont en train d'exposer gravement notre peuple. Mais ils sont responsables devant leur conscience, responsables devant l'histoire et devant le peuple togolais, et responsables devant Dieu. Si on peut penser échapper à sa conscience, échapper au peuple, on ne échappera pas à Dieu. Parce que nous sommes un peuple de croyants et on ne peut pas continuer à donner l'impression que la vie des citoyens ne compte pas et l'unique chose qui compte, c'est le pouvoir. Ce n'est pas normal. Et cela suffit à faire entendre raison les autorités, puisque ailleurs, on a vu les évêques beaucoup plus actifs, en RDC par exemple. On a vu les évêques dans la rue, aux côtés des citoyens, pour réclamer ce qu'on réclame ici également au Togo. Oui, je dois dire que le climat sociopolitique chez nous, l'histoire de notre pays, des réalités géopolitiques, géostratégiques et beaucoup de non-dits font qu'il est difficile de comparer le Congo et le Togo. Vous savez, on était à l'ambassade de l'Allemagne, je préfère le dire ici, et la personne qui nous accueillait nous a dit en réalité, votre conception de la crise n'est pas la conception à l'international. Ah bon? Nous étions tous choqués, on a voulu comprendre. Ils disent, mais chez vous, il n'y a pas, par exemple, un coup d'État, il n'y a pas une forme de catastrophe ou de cataclysme, il n'y a pas de guerre. Et donc, la notion de crise à l'international, peut-être, a perdu quelque chose de la dimension morale et éthique. Alors, je lui avais dit, mais donc vous attendez que le Togo devienne comme la Centrafrique ou d'autres pays avant de réagir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des évêques soient dans la rue au Congo, si vous voyez très bien, ce n'est pas fréquent. Il y a eu des moments où les évêques ont pris le devant, mais c'est plus des laïcs, c'est-à-dire c'est aux laïcs qui sont d'abord des baptisés qui doivent être lumière dans les réalités temporelles, les réalités ordinaires. C'est à eux que cette mission revient. Voilà pourquoi même au Congo, ce sont les fidèles laïcs qui se sont organisés, certes avec l'appui des pasteurs, l'enseignement des pasteurs, l'éclairage des pasteurs, pour prendre le mouvement et cette capacité de dire non en charge. Mais je me dis, est-ce que pour nous, ce petit pays où nous avons vraiment comme valeur la paix et la cohésion sociale, il ne suffirait pas que nos hommes politiques fassent un sursaut pour que ce pays sorte. Et moi, c'est encore l'occasion pour moi, très humblement, parce que j'ai beaucoup de respect pour l'autorité, je respecte énormément notre chef d'État, le président, son excellence, monsieur le président de la République. Si je ne me trompe pas, les textes ont voulu qu'il soit le premier magistrat. Et quand il a prêté serment, il a évoqué Dieu. Et je sais que, selon les témoignages reçus, c'est un chrétien. D'aucuns disent même qu'il est catholique. Donc c'est quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, qui a médité la parole de Dieu, qui a le sens du projet de Dieu sur les hommes, qui a un projet de joie, un projet de paix, un projet de bonheur. Je le supplie humblement de faire quelque chose pour cette nation, pour entrer dans le cœur et l'histoire de ce peuple. Je pense qu'il est capable de trouver une solution parce qu'il n'est pas le président de la République pour unir. Il n'est pas le président de la République pour quelques Togolais. Il est notre président. Et je suis sûr que ce n'est pas simplement les gens de UNIR qui ont voté pour lui. Et donc, je pense que si les autres acteurs politiques ne veulent pas avoir un sursaut patriotique, lui vraiment, je dois dire que je compte encore sur lui pour un sursaut patriotique qui puisse mettre fin à toute stratégie de violence pour que ce pays dont il a eu la grâce et la bénédiction d'être l'un des présidents ne puisse pas connaître encore des situations où le sang d'innocentes personnes résidant sur ce territoire
soit versé gratuitement. C'est un cri de cœur, mais une supplication avec beaucoup de respect pour lui, beaucoup de tout ce qu'on peut donner comme un respect à l'autorité que je lui donne en le suppliant d'aller dans ce sens, si jamais il est issu de votre chaîne. Au cas contraire, si quelqu'un peut lui dire, je suis content. Oui, mais je rappelle que vous êtes oumoudien des cadres catholiques. Tout à fait. Et les cadres, c'est dans tout le bord. Il y en a Alors, vous comprenez pourquoi? Est-ce qu'il y a des actions qui sont faites peut-être en ce sens, puisque vous avez les cadres aussi bien dans la C14, que dans les cadres catholiques, dans la C14 que dans l'UNI. Est-ce qu'il y a une action qui est faite en ce sens, mon père? Oui, nous essayons de travailler. Et nous avons régulièrement des rencontres de formation. Mais il faut dire que les cadres sont souvent très occupés. Donc vous comprenez que si je me permets aussi de pouvoir m'adresser avec humilité, mais avec fermeté morale, en lançant cet appel à notre Excellence, c'est parce que je me dis, de tous les cadres catholiques du pays, il peut poser des actes qui vont assumer ce que peut-être les autres n'arrivent pas à poser. Et en le disant, je le dis aussi au nom de Dieu, parce que cela relève de mon ministère que d'accompagner les cadres de ce pays. Et cela relève de mon ministère de dire ce que l'Église enseigne. Et le pape Jean-Paul II, dans Ecclesia in Africa, a bien dit au numéro 106 que l'Église en Afrique doit assumer sa dimension prophétique et se comprendre vraiment comme la voix des sans-voix. Alors je parle au nom de tous ces gens qui doivent encore être dans la misère noire. Je suis sûr que ces gens ne viendront jamais jusqu'aux autorités et que les autorités peut-être n'auront jamais l'occasion d'aller vers eux. Mais nous sommes comme des relais. Dans ce que le pape François appelle les périphéries. Nous sommes une église en sortie et nous allons dans les périphéries. Et ce que nous trouvons dans la périphérie, qui est misère, nous ne pouvons pas nous empêcher de rapporter ça aux autorités pour qu'ils puissent faire des choix judicieux qui vraiment puissent élever ce peuple. Pour que nous ne soyons pas comme, excusez-moi, une nation sans valeur dans le concert des nations. C'est cela. Mon père, nous sommes aujourd'hui au 1er décembre et les élections sont prévues pour le 20. Et le gouvernement tient à les organiser absolument. La C14 est dans les rues. Et qu'est-ce que tout cela présage? Tout cela, effectivement, fait partie de ce que je peux faire encore, aller vers les évêques qui disent que l'horizon n'est pas serein. Tout cela montre que, effectivement, si rien n'est fait, nous sommes en train de créer des situations qui vont coûter à notre nation en termes d'énergie et de ressources humaines, en termes de l'économie, parce que je suis sûr que tout ce qu'on dépense pour acheter les gaz lacrymogènes, tout ce qu'on dépense pour acheter l'armure de protection, on peut l'investir sur le budget de la santé, sur le budget de l'éducation, sur le budget du développement local avec de l'eau potable pour tous, ainsi de suite. Alors, je me dis que tel que ça se dessine, on a l'impression qu'il y a un bras de fer et les évêques disent de fait, alors que se rapproche la date des élections législatives convoquées par le gouvernement, la tension ne cesse de monter et nous redoutons le pire si rien n'est fait à temps pour désamorcer la situation et apaiser le climat. Voilà, je pense que les évêques ont dit l'essentiel. Et je ne peux pas dire autre chose. Ce n'est pas parce que je suis prêtre, mais c'est parce que c'est la vie, je crois, de tout citoyen honnête du Togo, qu'il soit de la diaspora ou à l'intérieur du pays, qu'il soit de UNI ou de la C14 ou centriste, et aucun Togolais n'est en mesure de dire que nous sommes aujourd'hui dans un Togo paisible et que nous sommes en train d'aller vers des situations qui seront davantage paisibles.
aucun Togolais ne peut le dire. De plus en plus compliqué. Voilà, nous allons vers une situation de plus en plus compliquée et il faudrait que si tous les acteurs politiques refusent vraiment de désamorcer cette situation grave, que celui qui est censé assurer notre sécurité à tous et qui est le premier magistrat, son excellent Monsieur le Président de la République, fasse quelque chose. Parce que je suis convaincu qu'il peut poser un acte qui soit salutaire pour ce peuple. Et je suis convaincu que s'il le fait, non seulement il sera applaudi, mais il va entrer dans le cœur des Togolais d'une façon extraordinaire. Et donc, je ne peux pas ne pas indiquer le chemin du bien. Je suis obligé de le dire et de le dire avec humilité, mais avec sincérité. C'est ça. Et donc, plus de crainte que d'espoir, plus d'espoir que de crainte? Disons, beaucoup de crainte, mais beaucoup d'espérance aussi. Crainte parce que ce qui se programme en voyant le bras de fer entre nos acteurs politiques peut déboucher facilement à l'affrontement et personne ne peut, on ne va pas être prophète de malheur, mais personne ne peut dire qu'est-ce que le pays va devenir si les portes s'ouvrent à l'affrontement. Je dis, même si c'est un seul Togolais qui perdait encore la vie dans cette situation, c'est déjà trop. Mais beaucoup d'espérance parce que l'avenir d'une nation, l'avenir d'un peuple n'est pas dans les mains des hommes et des femmes politiques. Les hommes et les femmes politiques ont un devoir, mais la souveraineté appartient au peuple. Voilà pourquoi je suis convaincu que là où peut-être les hommes politiques ne feront pas un sursaut pour nous éviter le pire, chaque citoyen peut avoir un sursaut patriotique qui consistera à dire non à tout ce qui doit nous amener vers ces situations de violence que nous ne voulons pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller affronter des forces de l'ordre armés prêts à tirer les mains nues, mais d'utiliser toute son intelligence, de rester fidèle à sa conscience et d'arriver à dire non. Il y a plusieurs façons de dire non. Il y a plusieurs façons de dire non. Donc vous faites plus confiance aux forces vives de la nation, aux citoyens ordinaires et aux organisations de la société civile qu'aux hommes politiques? Disons que oui, dans la mesure où ce sont eux qui en réalité ont en main la souveraineté de notre peuple. Mais pas seulement eux. Moi, je continue de faire confiance aux acteurs politiques. J'estime que par amour pour la patrie, par amour pour ce pays, ils seront capables de se dépasser et de dire, bon, écoutez, on a assez fait du mal à ce pays, à nos populations. Maintenant, arrêtons, posons la balle à terre, faisons tranquillement les réformes et alors, après, le meilleur gagnera. Et le pays va reprendre le chemin juste. Voilà pourquoi la communauté internationale doit aller aussi dans ce sens. Parce que c'est l'esprit de la feuille de route. Mais on a l'impression que la communauté internationale, je ne sais pas pour quel intérêt, pour quelle stratégie ou réalité géopolitique, ne semble pas avoir la fermeté nécessaire. Mais cela dit, comme certains spécialistes ont eu déjà à nous le dire, ce n'est jamais à une communauté internationale de pouvoir prendre en main le destin d'un peuple. Il revient à chacun de nous, Togolais et Togolaises, de prendre notre destin en main. Et notre hymne est clair, hein? Vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Dans l'unité, nous voulons te servir. Unissons encore nos forces comme des citoyens pour servir notre nation, et ceci dans la dignité. Et pour ça, serons disponibles à être des hommes de paix, jamais de violence, mais à être prêts aussi à être victorieux ou à mourir. Parce que ceux qui nous ont laissé cette terre qui est le Togo, ce qu'ils ont pensé pour cette terre, ce n'est pas une dictature, mais c'est vraiment une terre de liberté. Voilà pourquoi notre devise dit que justement nous devons être libres. Libre par le travail en vue de la patrie. Mais comment tu peux travailler quand il n'y a pas la paix? Et comment tu peux déployer ta liberté quand la cohésion sociale devient problématique?
Et comment tu peux parler de patrie si vraiment il y a la destruction qui s'installe? Faisons tout pour ne pas détruire notre pays. C'est ça. Alors, on peut peut-être cette question, hein, la médiation de la CEDEAO, est-ce qu'elle tient toujours? Vous en avez toujours confiance? Bon, confiance, c'est trop dire, dans ce sens où, quand on revoit tout ce qui s'est passé, il y a eu comme une crise de confiance. Et du coup, beaucoup de Togolais, y compris nous-mêmes, comme un mouvement des forces Vive Espérance pour le Togo, nous avons dû remonter l'histoire récente en pensant à ce qui s'est passé en 2005, avec près de 500 morts en quoi les rapports des Nations Unies. Et pour ça, heureusement, ça je félicite son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a dit plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Et donc, quand on considère ça, on voit un peu le rôle que la CEDEAO avait joué et on voit ce qui s'est passé dernièrement. Bon, on peut se dire qu'il y a une crise de confiance. Mais nous, à Espérance pour le Togo, nous croyons à la CEDEAO des nations, à la CEDEAO des peuples, et nous sommes de la CEDEAO. Du coup, la confiance est là à ce niveau. Mais nous disons aux fonctionnaires de cette institution de ne pas vraiment prendre trop au sérieux certains propos qui ont relevé pratiquement de l'insulte. Tout le monde sait que quand un peuple s'énerve, la colère s'exprime d'une certaine façon, c'est difficilement qu'on arrive à canaliser, mais nous pensons qu'on ne peut jamais insulter des fonctionnaires internationaux qui sont en train de travailler chez nous. Et à ce sujet, la confiance qui consiste à dire nous sommes de la CEDEAO, elle est là, mais c'est une confiance qui voudrait voir des actes posés dans l'esprit de la feuille de route que la conférence des chefs d'État et de gouvernement ont eu à donner à nos acteurs politiques et dont le peuple est témoin et mène, surtout nous, notre mouvement, ça fait partie de notre mission, de mener ce que nous appelons des actions de veille citoyenne pour que la feuille de route dans ces éléments positifs soit appliquée, mais aussi que nous puissions être dans l'action d'éveil des citoyens. Et c'est ce que nous faisons en parlant aussi sur les médias, en organisant des conférences, des forums, ainsi de suite, en écrivant, en sortant des communiqués, des messages. C'est pour éveiller le peuple et que chacun puisse comprendre qu'on ne peut pas déserter l'engagement citoyen et croire que les politiques laissés à eux-mêmes vont trouver toutes les solutions ou bien la communauté internationale. Nous devons faire notre part en tant que citoyens togolais. C'est cela. À l'heure où nous émettons, où cette émission passe, déjà il y a des foules encore dans la rue. Hein. Oui. La C14 a décrété plusieurs jours, déjà jeudi, ce samedi, et puis on parle de lundi, mardi. Alors, et après, quelle perspective au-delà de ces manifestations? C'est ça. Il faudrait que cette question soit posée très sérieusement aux hommes et femmes politiques de la C14. Quelle est la stratégie? Parce que dans notre pays, il y a eu beaucoup de marches aussi. On ne peut pas se voiler la face par rapport à ça. Mais les marches actuelles entrent dans quelle stratégie? Je pense qu'il ne me revient pas de pouvoir juger ces actions, mais je voudrais simplement que la C14, tout comme le gouvernement, qu'il fasse tout pour que ces moments légitimes où le peuple manifeste pour un Togo nouveau, pour le respect des droits de l'homme et de la démocratie, pour vraiment une transformation qualitative de la façon de gouverner la cité, que tous ces droits qui sont garantis puissent être exercés, mais de façon suffisamment stratégique pour le relèvement du peuple et non pour que le peuple soit davantage enfoncé. Cela demande au gouvernement un sursaut, de même qu'à la C14. Mais je ne suis pas un devin pour pouvoir dire avec les attitudes où est-ce que tout cela va aboutir. Mais je regrette simplement que le temps d'accalmie
où il n'y a pas eu de marche, parce que les acteurs politiques se sont entendus autour de ça, que ce temps n'a pas vraiment servi pour faire de grands pas et qu'on soit obligé encore de retourner à la rue. Et comme disait quelqu'un, je ne sais pas ce qui est vrai, notre gouvernement ne comprend que le langage de la rue. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien, je ne suis pas politique, mais je crois que c'est vraiment dommage que depuis le 31 juillet jusqu'à ce jour, nous n'ayons pas montré aux yeux de la communauté internationale que nous sommes des Togolais adultes mûrs. Nos hommes politiques n'ont pas su montrer qu'ils aiment leur peuple et qu'ils sont capables de trouver des solutions en tant que des hommes et des femmes accomplis aux problèmes, et que tout soit passé comme si, excusez-moi l'expression, on avait affaire à des mercenaires, on avait affaire à des gens qui sont là simplement pour des intérêts particuliers qui n'ont rien à voir avec le désir du peuple. Moi, j'ai honte. J'ai honte, mais j'aime profondément mon pays. Je suis fier d'être Togolais. Je voudrais que d'autres Togolais soient aussi fiers de l'être pour qu'on puisse relever ensemble le défi. Sinon, on a honte de voir tous ces va-et-vient des facilitateurs. On ne va pas me faire croire que le président ghanéen et le président guinéen n'ont rien à faire, c'est pourquoi ils sont facilitateurs. Non, ils ont voulu aider le pays. Comme on le dit, celui qui veut t'aider, on ne le fait pas porter tout le poids. Et ils ont eu à faire des va-et-vient, leurs ministres ont eu à faire des va-et-vient, le comité de suivi a eu à faire ce qu'il doit faire, et finalement, le blocage demeure. Ça fait pitié. Le cas togolais demande aussi que nous puissions prier. Et moi, je crois que nous devons continuer à prier, parce que la prière aussi, c'est une action. Prier sincèrement pour que le Seigneur puisse toucher le cœur des décideurs et qu'ils se tournent vers le bon sens. Parce qu'on a l'impression qu'au Togo, nous sommes en train de perdre le bon sens. On a l'impression que le désir de se moquer l'un de l'autre, un camp de l'autre, de se provoquer, est devenu comme un jeu qui apporte bonheur à certains. Alors quel intérêt on a quand un pays est à ce degré de misère, à se livrer simplement des guerres, des intrigues, des provocations inutiles. En tout cas, nous croyons au sursaut patriotique de nos hommes politiques, mais nous appelons nos citoyens à prendre leurs responsabilités et à ne pas vraiment démissionner, parce que le Togo, ce n'est pas un jouet. Le Togo, c'est le plus grand trésor que nos ancêtres nous ont laissé, et nous ne pouvons pas porter la nationalité togolaise en étant des fils et filles indignes de nos ancêtres et qui ont souffert pour que nous puissions être un pays indépendant. Merci mon père. C'est moi qui vous remercie. Avez-vous encore un mot à dire? Je dirais simplement... Rapidement, oui. Non, je dirais simplement merci pour l'occasion que vous nous avez donnée. Encourager les citoyens à ne pas baisser les bras, à faire leur part jusqu'au bout, et demander encore humblement mais fermement à nos acteurs politiques et de façon spéciale au gouvernement de désamorcer la tension et de ne pas permettre que ce pays entre dans une situation qui soit pire que celle qu'elle n'arrive pas déjà à gérer. Et que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse le gouvernement, bénisse nos parlementaires, bénisse le chef de l'État, nos juges, et qu'il bénisse abondamment, et je dis bien abondamment, chaque citoyen et citoyenne, que ce soit dans le pays ou dans la diaspora. Je vous remercie. Amen. Que votre prière soit entendue. Merci. Amen. Mon père. C'est la fin de ce numéro de Rencontre des gens. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci mon père. C'est moi qui vous remercie.